le pass sanitaire, il a inspiré beaucoup de gens, y compris en reprenant du Patrick Sébastien. On salue Patrick, parce que je sais que ça lui arrive d'écouter Sud Radio. Patrick, on t'embrasse. C'était un pays pionnier sur le pass sanitaire, Israël, qui a annoncé sa suppression hier. Depuis début février, il n'était d'ailleurs plus nécessaire pour aller dans les cafés, les restaurants, les bars, les salles de sport et les hôtels, mais il était maintenu pour les salles de concert ou de cinéma. Depuis le début de la semaine, convoi de la liberté en Israël, qui voulait bloquer Jérusalem. Alors peut-être que ce processus a accéléré les choses, mais il faut dire que les restrictions tombent un peu partout, surtout en Europe du Nord d'ailleurs, et dans les îles britanniques, d'où notre grand débat. Comme Israël, la France doit-elle supprimer immédiatement le pass sanitaire et vaccinal? Et vous êtes 98,5% à dire oui. Avec nous, Anne Gentet, médecin et députée LaREM des Français de l'étranger. Anne Gentet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. L'Europe du Nord supprime tout, ou presque. Le Royaume-Uni, même chose. Maintenant, Israël. La France doit-elle faire de même? La France, comme depuis le début des restrictions, suit l'évolution de la circulation virale et de l'impact sur les hôpitaux. Depuis le début, c'est ce qui conduit toutes les décisions qui sont prises. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui conduit les décisions qui sont prises à l'étranger. Aujourd'hui, si on voit des restrictions qui sont allégées dans des pays autour de nous et jusqu'en Israël, c'est d'abord parce que le virus circule moins et que la pression hospitalière est moins forte. Sophie Audugé. Oui, alors moi je suis assez, comment dire, je crois que tous les Français en ont ras-le-bol. Je pense que ça, on sera tous d'accord là-dessus. C'est vrai que ça fait bientôt 2 ans que ça dure et en général, on dit que les plus courtes sont les meilleures. Voilà. Et non, mais en plus, je crois qu'il y a aussi un ras-le-bol sur un discours en fait politique. On a depuis quand même quelques mois un certain nombre de médecins, d'épidémiologistes qui ont pu prendre la parole, expliquer la situation, des épidémiologistes qui ont pris soin de rappeler qu'ils n'ont aucun conflit d'intérêt. On se pose quand même la question aujourd'hui de pourquoi on continue en France à faire croire que la pression hospitalière n'est due qu'à l'effet du Covid. Il y a également un problème à l'hôpital. On aurait pu faire évoluer nos pratiques et justement mieux se préparer à ces nouvelles vagues, ce qu'on n'a pas fait. On aurait pu également ne pas avoir cette politique vaccinale qui consiste de vacciner beaucoup sans cibler. On sait très bien, nous on avance qu'on a plus de 92% de la population française qui est vaccinée, mais on sait très bien qu'on a beaucoup moins que d'autres pays qui, eux, ont 100% des plus de 60 ans qui sont vaccinés. C'était bien cette cible-là qu'il fallait avoir. Bon, moi, évidemment, au sein des SOS Éducation, je soutiens, l'association soutient évidemment toutes les actions de toutes les associations de parents, d'enseignants, puisque les enseignants nous le disent directement, et évidemment des orthophonistes qui demandent de poser le masque à l'école. Aujourd'hui, il faut être clair, les enfants gardent le masque à l'école, ils sortent de l'école, ils font 1 mètre, même pas, je suis gentille, ils sont en porte de l'établissement, ils baissent le masque, ils vont au parc, ils vivent normalement, d'ailleurs comme leurs parents. Je veux dire, à la maison, on mange sans masque, on recommence à vivre tous, et les adultes les premiers, et nos politiques les premiers. On a vu plein de politiques serrer des mains, prendre des verres avec des gens sans masque, sans rien du tout. Je crois qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on a un niveau de maltraitance sur les enfants. Il faut poser le masque, à mon avis, urgemment à l'école, parce qu'aujourd'hui, il y en a marre, je crois, qu'on utilise les enfants comme la symbolique du point positif de la gestion de la crise, à savoir l'école ouverte. Anne Gentet, c'est vrai que je dis juste un petit mot, les boîtes de nuit ont rouvert où généralement on met pas trop de masques, mais les gosses ont, dans certaines classes, ont le masque dans la cour de récréation, c'est quand même un peu bizarre. Le cinéma, le popcorn. Alors, je voudrais d'abord dire, oui, on en a tous ras-le-bol. Oui, il y a une lassitude, c'est indiscutable. Je vous rejoins totalement, on en a tous ras-le-bol et au plus vite on s'en sortira, au mieux ce sera. En revanche, ce que je ne peux pas vous entendre dire, madame, il y a aujourd'hui des personnes qui ne peuvent pas se faire soigner, qui sont déprogrammées. J'en ai dans mon entourage, je sais de quoi je parle. Des personnes qui ont un cancer, qui ont attendu une intervention chirurgicale et qui ne peuvent pas le faire, qui sont toujours déprogrammées.
Et ça, c'est inacceptable. Inacceptable. Quand vous êtes victime de ça, vous ne pouvez pas l'entendre. Donc, je ne vous rejoins pas sur ce point-là. Nous devons poursuivre. Et c'est une réalité, madame. Je vous vois. Non, mais moi aussi, madame. Alors, madame, sur ce terrain-là, je vais vous dire, je suis désolée, hein, mais malheureusement, je suis exactement dans la même situation personnelle. Donc, je crois qu'il faut éviter de mettre nos situations personnelles pour justifier de situations politiques qui font que ce n'est pas de la faute. Le ministre de la Santé l'a dit. Le ministre de la Santé l'a dit, et c'est justement pour cela qu'il a dit que dès lors qu'il n'y aura plus une seule déprogrammation en France, alors on pourra lever. Il y a une déprogrammation parce qu'il n'y a plus d'infirmières dans les hôpitaux. Et donc, il y a une déprogrammation parce qu'il n'y a plus d'infirmières dans les hôpitaux. Bien sûr. En réanimation, il y a du personnel autour de chaque lit de réanimation. Chaque lit a du personnel. Ne dites pas le contraire. Vous savez très bien qu'il y a un problème à l'hôpital. Nous avons encore 3000 personnes pour Covid en réanimation, et quand nous descendrons en dessous des 2000, là nous pourrons lever les restrictions. Boris Faure. Oui, d'abord je veux adresser un salut républicain à la députée Anne Gentet, que je connais, ou que j'ai connue en tout cas dans ma vie politique précédente, antérieure, donc mes salutations madame. Et puis, vous n'avez pas reconnu, pardonnez-moi, oui. J'ai bien reconnu votre nom, mais j'avais un doute. Non mais il a pris un coup de vieux. Et en plus, je pense que vous allez m'apprécier parce que je vais plutôt vous donner raison, en tout cas donner raison à la politique sanitaire qui est suivie par le gouvernement. Et je vais même plus loin, je pense que Emmanuel Macron va probablement sauver son élection, qui sera difficile à mon sens, à cause de la gestion de la crise sanitaire qui a été plutôt responsable d'une part, et qui a aussi généré le quoi qu'il en coûte, qui a fait beaucoup de bien à beaucoup de monde, quoi qu'on en pense. Donc moi, voilà, je voulais dire ça parce que je ne supporte plus le populisme sanitaire. Que chaque matin, on ait des gens qui, Madame Michu ou Monsieur Robert, qui s'improvisent épidémiologues, moi ça m'insupporte. On est contre la vaccination jusqu'au moment où on se retrouve avec un parent en réanimation et où là on se dit mince, ah oui, je suis pour la vaccination. Donc gardons-nous de tout populisme. Les esprits sont peut-être surchauffés sur cette question-là. C'est vrai que comme vous l'avez dit, on en a tous marre. J'ai des enfants aussi, ils en ont marre. Mais voilà, on va en sortir et on va y aller progressivement. Ouais. Alors, Anne Gentet et ensuite Philippe Deveul. Tout à fait, vous avez absolument raison. Et donc rappelez que c'est vraiment la circulation virale qui conduit à prendre des décisions, qu'elles ont été mesurées, que la France est l'un des très rares pays à avoir gardé ses écoles autant ouvertes avec des contraintes. Je le reconnais, et il est vrai qu'un enfant avec le masque, même un adulte avec le masque, un éducateur avec un masque, c'est très compliqué, c'est même contre-productif, contre-intuitif, évidemment. Mais il n'empêche que nous avons réussi à contenir la situation, à maintenir nos écoles ouvertes, à maintenir nos restaurants ouverts, à maintenir nos théâtres ouverts, nos cinémas ouverts, alors que bien d'autres pays autour de nous avaient des jauges, avaient du confinement, avaient des couvre-feux, avaient des zones fermées, avaient des limitations pour se regrouper. Réjouissons-nous, c'est casse-pied, on en a ras-le-bol, et franchement reconnaissons qu'on arrive au bout là. Allez, dans 15 jours, 3 semaines, on devrait vraiment lâcher les dernières mesures. Il y a une chute brutale de la circulation virale en ce moment qui est spectaculaire, qui va très vite. Soyons positifs, on est en train de voir le bout du tunnel. Oui, alors moi je dirais les masques, hein, parce que si vous voulez, je crois dans 15 jours, vous allez un peu trop vite. Je pense qu'il faut attendre dans 2 mois, vous aurez la réponse de votre politique sanitaire qui, à mon avis, est devenue un objectif politique en lui-même. Et quand vous dites oui, regardez, pour les gens qui attendent des opérations sérieuses, je suis pas d'accord avec vous, madame, parce que vous êtes complice d'une déshospitalisation de la France, hein, sous le diktat de l'Union européenne et sur un modèle mondialiste, capitalistique, qui nous fragilise au niveau sanitaire. On manque d'infirmières, de lits, de médecins, de tout. C'est une catastrophe à tel point que ça devient une sorte de slogan politique, de campagne politique pour les présidentielles à venir. Alors ne vous réfugiez pas, ayez au moins cette modération, parce que vous avez commis beaucoup d'erreurs, en commençant par Madame Buzyn qui nous a dit ah bah c'est rien, vous allez les voir, tout ira bien, puis après nous a dit les masques ça sert à rien, puis alors là on est devenu dans un dogme complètement disproportionné par rapport au début de cette crise sanitaire. Alors, je crois que vous devriez avoir, madame, avec tout le respect que je peux avoir pour vous, en tant que personnalité politique, un peu de modération et surtout un ton un peu moins virulent sur la défense de votre politique sanitaire. Anne Gentet. Alors, écoutez, je suis médecin et je peux vous garantir, là, je vais prendre une casquette de médecin 2 minutes. Pour ma part, dans mon expérience professionnelle, je n'ai jamais vu encore un virus faire de la politique.
Vous en êtes servi pour en faire maintenant. Donc, certainement pas. Depuis le début, ce sont bien les chiffres, les indicateurs et les autorités scientifiques qui ont conduit les décisions que nous avons prises. Et puis encore une fois, oui, il y a eu des erreurs. Je vous le reconnais, je ne vais pas vous dire que tout est bien, ce n'est pas ma façon de faire, je n'ai pas l'habitude d'utiliser la langue de bois. En revanche, reconnaissons que sur le long terme, et aujourd'hui, là où nous en sommes aujourd'hui, nous sommes dans une situation dans laquelle la plupart d'entre nous, nous pouvons faire et circuler ce comme nous l'entendons. Il nous reste le masque et le pass vaccinal. Si je prends l'exemple, par exemple, de contraintes qui étaient vraiment casse-pieds, parce que moi j'ai l'obligation de voyager par mes fonctions, on n'a plus besoin de tests maintenant pour prendre un avion. On allège encore les complications. Il y a encore des pays dans lesquels on vient encore d'alléger les contraintes pour pouvoir venir en France. On lève petit à petit toutes les contraintes, on y arrive, c'est compliqué, on en a tous ras-le-bol, mais on avance vers une sortie du tunnel malgré tout. Sophie Audugé. Alors moi je voulais réagir par rapport à ce qu'a dit Boris tout à l'heure, que je trouvais fort sympathique au début de l'émission. Et là, j'avoue que je suis un petit peu fâchée. Règlement de compte, ok, règlement de compte. Non mais Boris, vous pouvez pas dire, j'en ai ras-le-bol de ces discours populistes. Moi je suis pas du tout populiste. Je suis pas populiste et je suis vaccinée, ma famille est vaccinée, c'est pas le sujet. Il y en a marre que vous traitiez les gens qui mettent en cause ce qui se fait aujourd'hui d'anti-vax. Il y en a marre. Non, je finis. Ce sont des méthodes staliniennes, des méthodes de gauche. Il y en a assez, je veux dire. Et puis il y en a marre aussi d'emmerder les Français, il y en a marre. Moi, je suis désolée, au niveau, en tous les cas, de ce que je représente, c'est-à-dire SOS Éducation, on a toujours veillé à prendre beaucoup de distance et de mesures par rapport à nos prises de position. On n'a pas pris position jusqu'à il y a encore, je dirais, 2-3 mois, où j'ai pris contact avec des épidémiologistes de santé publique, sans aucun conflit d'intérêt, avec lesquels je leur ai demandé de me faire des rapports précis de toutes les analyses qui circulaient. Donc je ne peux pas accepter qu'on dise qu'effectivement on prend ça à la légère. Pas du tout. Je crois qu'il y a un moment où effectivement il faut des fois reconnaître qu'on va trop loin, qu'aujourd'hui encore, j'étais avec une directrice d'école ce matin toute la matinée, qu'aujourd'hui encore on demande aux parents de faire des tests aux enfants une fois par semaine, mais sans qu'ils aient besoin de certifier qu'ils ont fait le test. Mais on se moque de qui ? On se moque de qui ? Je veux dire, on va demander à qui de vérifier un test qui n'est pas certifié. Je crois qu'il faut arrêter là. Arrêtons. Reconnaissons qu'effectivement, aujourd'hui, la situation va mieux. Et en premier, libérons les enfants, quitte à donner la possibilité aux enseignants, quand on est en situation de classe, et quand l'enseignant va aller faire un travail en proximité avec l'enfant, de demander à l'enfant de porter son masque et à l'enseignant également. Voilà, je veux dire, on est intelligent. Moi, ce que je regrette aujourd'hui sur la façon dont ça a été géré, ce n'est pas qu'effectivement, au début, on ait pris des mesures extrêmement dures et extrêmement restrictives parce qu'on ne savait rien. C'est qu'alors qu'aujourd'hui, on en sait tout, eh bien, effectivement, on n'arrive pas à ajuster la situation à des contextes spécifiques et qu'on ne fasse pas le pari de l'intelligence des gens. Moi, ça m'a énormément heurté. J'ai eu l'impression d'avoir 4 ans et demi depuis 6 mois et honnêtement, ça me dérange. Voilà. Avant de donner la parole à Adjuntel, vous voulez répondre, Boris Faure. Oui, parce que, bon, Sophie s'est sentie visée quand je parlais de populisme sanitaire. Je la visais pas spécialement. Non mais vous la regardiez, c'est pour ça. Oui, alors c'est vrai que je la visais peut-être un peu sur certains de ses propos. À vrai dire. Non, ce que je veux dire, c'est que sur cette crise, on n'avait pas de point de comparaison historique. Quand je vois que les seuls points qu'on avait, c'était de parler de la grippe espagnole à la sortie de la guerre, de 14. Je me dis là, on n'avait pas de point de comparaison. Donc on avait des points de comparaison, effectivement, géographiques. On a cherché chez nos voisins, en fait, ce qui se passait. On a essayé d'ajuster. Moi qui vis en Belgique, en grande partie, je peux vous dire qu'en fait, la politique française, en matière sanitaire, a été copiée par les Belges. Donc on n'a pas fait si mal que ça pour qu'un État qui a plus de 10 millions de personnes, quand même, la Belgique, s'inspire, je pense, très largement de ce qui se passait en France. C'est-à-dire quand la France prenait position, dans la semaine ou dans les 10 jours, il y avait un comité sanitaire en Belgique qui prenait lui-même position dans le même sens. Donc, on verra au prochain grand virus. Je pense qu'on a tous grandi dans notre culture épidémiologique en France. On a tous grandi. On est tous devenus effectivement un peu plus des spécialistes. Donc, on verra. Je pense qu'on sera mieux armés face au prochain virus parce que malheureusement, on ne peut pas l'exclure. Anne Genetet, pour répondre justement... Oui, je suis absolument d'accord avec Boris Faure. Ça c'est peu surprenant, me dis-tu. Non, mais je crois que ce qui nous rapproche là, c'est que nous sommes tous les deux à l'étranger et que nous observons la France de l'étranger. Et que ça nous permet d'avoir une comparaison sur les démarches et sur les politiques qui sont suivies. Aucune politique n'est parfaite. Et pour répondre aux propos de madame, qui a eu bien fait, je trouve, elle a eu raison d'aller interroger des autorités scientifiques, des épidémiologistes et des spécialistes pour essayer de trouver des réponses aux questions qu'elle se pose. Malheureusement, la science, ça n'est jamais tout blanc,
tout noir, ça n'est jamais du 0-1 comme en informatique. Vous aurez toujours, sur le plan scientifique, des avis différents. Et c'est la science, d'abord, elle doit nous apprendre à douter. Et au bout d'un moment, lorsque vous avez deux situations scientifiques qui se présentent, de solutions scientifiques qui se présentent, à ce moment-là, c'est là que le politique doit intervenir pour pouvoir trancher. Alors, on n'a peut-être pas tranché dans le sens des personnes que vous aviez interrogées, mais je ne pense pas que l'un ou l'autre ait tort. Il y avait une décision à prendre et c'est la décision politique qui a été suivie. Je voudrais vous poser une question, parce que j'ai vécu le problème le 15 février, je vous le raconte. Théoriquement, si on a eu 2 injections et qu'on a eu le Covid, on doit garder son passe sanitaire. Absolument. Alors, vous allez sur un terrain extrêmement intéressant. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que moi, j'avais 2 passes sanitaires, parce que j'avais 2 injections et j'ai eu le Covid il y a 1 mois, mais totalement asymptomatique. C'était au moins mon 2e. Et j'ai perdu mon premier passe sanitaire le 15 février. J'ai pas compris pourquoi. Dieu merci, j'ai le 2e qui allait en juillet et qu'on m'a raccourci jusqu'en mai. Alors, excusez-moi, c'est une usine à gaz. Je n'y comprends rien. Parce qu'on m'a dit que, comme j'avais eu une infection, après 2 injections, je gardais mon passe sanitaire. Là, j'ai appris que je l'avais perdu. Je suis très content d'avoir eu le Covid il y a 1 mois, parce que sinon, j'avais plus de passe sanitaire du tout. La consultation avec un médecin, c'est 25 €, hein, je te le dis, Philippe. Mais j'ai ma carte de crédit, j'ai même ma carte vitale, pardon. Alors, vous soulevez un point très, très, très juste. Comme toujours. Oui, je vous le confirme, il y a eu des bugs dans la mise en place de ça. C'est vrai qu'une infection à Covid correspond à un événement et il en faut 3 injections ou 2 injections plus une infection pour pouvoir avoir un pass vaccinal valide. Mais je vais vous donner un exemple. Lorsque vous faites vos 3 injections, la 3e injection vous donne un pass vaccinal valide sans limite de validité. Or, l'infection, on sait qu'a priori, c'est un test positif qui a plus de 11 jours et moins de 4 mois. Donc il y a là une petite incohérence que j'ai déjà soulignée et rapportée au ministère de la Santé et dont j'espère qu'elle sera rapidement levée. Donc dans mon téléphone, ça va peut-être revenir comme par miracle, c'est ça? Je vous le souhaite. Et puis, entre nous, je vais vous dire, on vous a toujours dit, il a toujours été dit que le pass vaccinal n'avait pas pour objet d'être présent en permanence. Alors, sa date limite, à lui, le pass vaccinal, c'est le 31 juillet. Et d'ici là, on voit bien que les conditions de circulation du virus font qu'on peut espérer qu'il sera supprimé avant. Donc, bien avant la date d'échéance de votre 15 juillet, je vous le souhaite. Enfin, beaucoup de discussions. Non, c'est le 9 mai maintenant. C'est plus le 15 juillet, c'est le 9 mai. Je pense que vous fatiguez un peu pour rien parce que tout ça, ça va tomber par soi-même. Le masque, évidemment, et puis on voit bien que les pays qui étaient le plus axés sur une protection sanitaire XX+, commencent à tout lâcher. Et, oui, parce que le virus nous permet de le faire, tout simplement. Ouais, puis de toute façon, la durée d'un virus, généralement, c'est 2 ans. Hein. La grippe espagnole, c'était 2 ans. Vous êtes épidémiologiste ? Pardon, non, j'essaie. Non, mais vous voyez, c'est toujours le mépris. Voilà, on est dans l'exemple de la LRM, dans le mépris des gens. Vous manquez d'humilité. Je suis désolé parce que j'ai beaucoup de respect pour vous. Je vous écoute, madame, mais je vous trouve vraiment péremptoire. Vous n'êtes pas ici l'institutrice, vous n'êtes pas ici la professeure, vous êtes députée. Vous devez nous rendre des comptes au peuple ici qui vous allez chercher les voix là pour dans 2 mois. Donc j'aimerais quand même un peu d'humilité, de gentillesse aussi. Parce que là, j'ai l'impression que vous allez sortir la règle et me taper sur les doigts. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, madame? Je suis très prudente. Je suis très prudente et je crois que le virus nous a appris tous les uns et les autres à être extrêmement prudents. On pensait vraiment s'en débarrasser au bout d'1 an. Ça n'a pas été le cas. Soyons prudents et je souhaite vraiment de tout cœur qu'on en finisse. Je le souhaite. Moi aussi, madame. Mais n'oublions pas qu'une partie de l'Afrique n'est pas vaccinée et que ça veut dire qu'on est exposé à un risque d'émergence d'un nouveau variant que je ne souhaite pas. Très bon sujet, parce qu'effectivement, il aurait mieux fallu se préoccuper d'aller vacciner justement les pays qui n'avaient pas les moyens de se payer ces vaccins, plutôt que de vacciner toute la population française, notamment ceux qu'on avait le moins besoin. Je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, madame, et vraiment, soyons très clairs, c'est un sujet qui me passionne et j'ai aucune animosité ni positionnement idéologique politique, c'est pas le sujet. Mais quand vous avez tout à l'heure dit qu'effectivement la politique avait pris une position qui n'était pas celle des gens que j'avais écoutés, vous avez là encore considéré que je n'écoutais qu'une parole. Or, pas du tout. Et notamment, très récemment, la semaine dernière, j'ai écouté les auditions au Sénat
de l'ensemble des épidémiologistes qui font partie du conseil scientifique, ainsi que des épidémiologistes qui sont intervenus en leur nom personnel, en prenant d'ailleurs le propos d'un certain nombre de professeurs, et où il leur a été demandé par les députés, enfin par les sénateurs plus exactement, qui étaient présents dans cette commission, il leur a été demandé s'ils avaient le sentiment que le débat contradictoire avait été permis dans le cadre de cette crise. Et ces gens-là ont répondu que non. Ce sont des épidémiologistes sans conflit d'intérêt qui ont répondu qu'à plusieurs instants, ils avaient demandé qu'il y ait justement un débat contradictoire pour que les positions scientifiques d'épidémiologistes qui ne partageaient pas obligatoirement celles qui étaient majoritaires dans le conseil scientifique puissent s'exprimer et pour avoir un dialogue. Et ce dialogue, je crois, il n'a pas été permis. Je voudrais également signaler une dernière chose, madame, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter ensemble, c'est que nous sommes contactés par un certain nombre de parents qui nous informent que des documentations de formation, d'éducation pour des jeunes enfants sur les bienfaits de la vaccination sont actuellement mises en œuvre dans les écoles et notamment dans les primaires et les maternelles. J'avoue que je suis un peu surprise de cette position pro-vaccin. Pour des petits-enfants, je ne pense pas que ce soit la priorité de l'éducation nationale, en tous les cas en maternelle. Anne Genetet, très court. Alors, très rapidement, pour dire qu'il y avait la haute autorité et le conseil scientifique qui donnaient des conseils. Encore une fois, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il peut y avoir des scientifiques qui ont un avis sensiblement différent. C'est l'avis normal de la science et utile. C'est comme ça que la science avance. Donc oui, il peut y avoir des avis nuancés, des avis différents, des avis contrastés. Et c'est là, en effet, que le politique doit intervenir. Mais je n'ai pas du tout dit que vous n'aviez pris qu'un seul avis. J'explique que d'une manière générale, il peut y avoir des avis contrastés. Et c'est comme ça que la science avance. La science doit douter et écouter les avis différents. Merci beaucoup, Anne Genetet, députée LaREM des Français de l'étranger et médecin. Verdict sur Twitter. Comme Israël, la France doit-elle supprimer immédiatement le pass sanitaire et vaccinal? Vous êtes 98,7% à dire oui. Et je informe Anne Genetet que malgré notre débat, mon truc est toujours expiré depuis le 15 février 2022 et que le suivant se terminera le 19 mai 2022. Je croise les doigts et je couche du bois. Si vous pouvez quelque chose pour moi, ce serait vraiment avec grand plaisir.